qui les concerne. La fièvre, c'est une élévation de la température centrale au-delà de 38 chez un enfant qui n'est pas en grosse activité, qui est normalement couvert dans un environnement tempéré, et on va dire qu'elle est aiguë quand elle va durer moins de 5 jours. La fièvre est la conséquence d'un déséquilibre entre la thermogénèse et la thermolyse, c'est-à-dire ce qu'on produit et ce qu'on évacue comme température intérieure. La fièvre est un symptôme, le plus souvent pour les fièvres aiguës d'origine infectieuse, et parmi les infectieuses, ce sont essentiellement les virus, dont le Covid-19 actuellement. Rarement, pour des fièvres aiguës, c'est une origine non infectieuse. Les maladies infectieuses pendant la première année qui vont toucher l'enfant, c'est essentiellement des infections respiratoires aiguës, que sont les virus respiratoires syncytiales, la rougeole, le pneumocoque, coqueluche et hémophilus influenzae, et les maladies diarrhéiques. Il y a un moindre degré les autres infections, et si on met l'avant, le pas ou le point sur les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, c'est parce qu'elles représentent. Oui. C'est bon là? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Donc, ces deux infections, respiratoires et diarrhéiques, ont comme lien un programme mondial d'élimination parce que ce sont les infections les plus fréquentes chez le petit. Les maladies diarrhéiques par leur nombre, mais pas par leur mortalité, c'est plus par leur morbidité qu'elles posent un problème. Mais avec les solutés de réhydratation, on arrive à y faire face, tandis que les infections respiratoires aiguës, notamment rougeole, pneumocoque, coqueluche et hémophilus, elles sont préoccupantes et d'ailleurs, elles font l'objet d'une prévention par vaccination que nous avons dans notre calendrier, celui qui est en application, qui a commencé en 2016 et qui donc est en activité depuis 4 ans. Et si on enlève le BCG qui est fait à la naissance, entre 0 et 18 mois, l'enfant va avoir 4. Alors, problème de façon liée pour situer leur ampleur. En termes de fièvre, un enfant, naturellement, avant l'âge de 5 ans, va faire en moyenne 6 épisodes de fièvre par an. Si on considère que dans notre population algérienne, nous avons 4,8 millions d'enfants de moins de 5 ans, eh bien, en gros, il peut y avoir 28,8 millions d'épisodes fébriles par an. Si on associe les réactions fébriles de 1-2 jours suite aux vaccinations pour lesquelles nous avons 14 injections jusqu'à 18 mois pour une cohorte, eh bien, on peut avoir en gros 14 millions aussi d'épisodes. Donc, on voit que la fièvre est véritablement un véritable problème de santé publique. Qu'est-ce qui lie les vaccins et les maladies? Alors, quand on a une maladie, c'est qu'on a une agression par un pathogène qui va donner des manifestations cliniques, soit par atteinte directe par le pathogène, soit par le biais de toxines, stimuler le système immunitaire pour, après la guérison, donner une protection. Les vaccinations vont procéder de la même façon, si ce n'est qu'il n'y aura pas de symptômes, que c'est une infection inapparente, et vont assurer la protection. Donc, le lien entre les maladies virales, les maladies infectieuses et les vaccins, c'est que aussi bien les vaccinations que les pathogènes vont stimuler le système immunitaire pour donner une immunité que l'on nous naissons, les macrophages, les neutrophiles, les mastocytes. Cette immunité innée va, elle, programmer l'immunité que l'on dit adaptative parce qu'elle va réagir à cette agression, que ce soit par les vaccinations ou par les pathogènes, pour donner comme support des anticorps qui seront le témoin de cette protection. Donc, le lien entre les vaccins et les maladies, c'est cette immunité, qu'elle soit post-infectieuse ou post-vaccinale. Ce sont des anticorps qui soient neutralisants ou des anticorps d'opsophagocytose. L'opsophagocytose, c'est le même quand on dose un anticorps, on ne sait pas s'il est post-vaccinal ou dû à la maladie. Donc, les vaccins et les maladies partagent les mêmes mécanismes immunologiques et ont les mêmes supports de l'immunité. Alors, la fièvre, est-ce que symptôme qui a des effets bénéfiques ou est-ce que c'est néfaste? Eh bien, c'est les effets de la fièvre passent par ces actions que sont d'abord que la fièvre va retarder la croissance et la reproduction des bactéries,
qu'elle améliore la production des neutrophiles qui vont se présenter au site de pénétration, que ce soit le vaccin ou que ce soit le pathogène, et va faire la prolifération des lymphocytes, ce support de l'immunité durable. La fièvre va également potentialiser le pouvoir du sérum de produire action, va se traduire au plan clinique par une élévation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la vitesse du métabolisme. Un effet bien heureux pour être récupérateur sur le cerveau, c'est l'augmentation des nombreuses sommeils à ondes lentes. Et enfin, ça accélère la cicatrisation. Donc, la fièvre est un phénomène physiologique que l'on ne sait pas définir pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une fièvre modérée et une fièvre élevée. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que fièvre élevée, par exemple 41, ça veut dire sévérité? Eh bien, on ne sait pas définir ce que c'est si c'est un 39, c'est sûr que c'est plus élevé que 41, c'est plus élevé que 38 et moins élevé que 41, mais il n'y a pas de consensus pour définir. En rappelant que la plupart des fièvres, même de plus de 41, vont chez l'enfant, du fait de ses capacités à faire une vasoconstriction et à récupérer, exceptionnellement entraîner une défaillance multiviscérale. Mais qu'à l'inverse, une fièvre de moins de 39, elle peut être grave. Partant de ce constat, de rajouter que la fièvre, certes, elle va entraîner un inconfort chez l'enfant, mais chez un enfant qui est à moindre risque qu'un adulte de faire une instabilité hémodynamique vis-à-vis de cette fièvre, vu ses capacités de périphérique et de laisser en centrale un débit, un flux sanguin suffisant pour permettre la tolérance, le degré donc de la fièvre, ou du chiffre de température, si on le prend de façon isolée, eh ben, il n'est pas indicateur de gravité de la maladie. Mais il faut rappeler que quand même, tous ces millions d'épisodes fébriles, la majorité d'entre eux, ce sont des maladies virales qui vont spontanément être résolutives et qu'une très faible minorité vont être graves et potentiellement mortelles. Donc, ce n'est pas le chiffre de la température en soi qui est un indicateur de gravité, mais plus les signes qui seront associés à ce chiffre de température. Les signes que l'on va chercher pour dire si cette fièvre doit être préoccupante ou non, ce sont les signes de gravité. Évidemment, une fièvre avec des signes neurologiques, agitation, obnubilation, trouble de la vigilance, une défaillance circulatoire avec une tachycardie, hypotension et temps de recoloration cutanée qui est plus utile chez l'enfant que l'hypotension parce que l'enfant très longtemps va garder une tension artérielle normale. Donc, c'est le TRC au-delà de 3 secondes qui est l'élément qui va nous faire dire qu'il y a un choc là, circulatoire chez cet enfant. Évidemment, on rappellera toujours que tout purpura fébrile doit être considéré et traité de la façon la plus urgente qu'il est possible de le faire, comme une méningococcémie avec l'administration d'antibiotiques. Dès que l'on fait, on voit le purpura dans un contexte fébrile. Et l'autre critère de gravité, ce sont les crises convulsives. Ce sont ces symptômes, plus que le chiffre de la température, qui devront inquiéter le clinicien. Aux critères de gravité propres associés au chiffre de température, c'est une fièvre qui, lors de l'examen, on va trouver un syndrome ménager, un syndrome douloureux abdominal, un foyer septique identifié, qu'il soit pulmonaire, ostéo-articulaire, rénal, cutané ou sous-cutané. Chez l'enfant qui est en train de faire l'installation de son système immunitaire par le biais de ces infections ou par le biais des vaccinations, c'est le terrain particulier et tout nouveau-né ou jeune nourrisson qu'on va dire moins de 3 mois globalement et certains disent moins de 6 mois, un terrain d'immunodépression qui soit primitif, congénital ou acquis, une neutropénie, une asplénie sont des terrains où il faut prendre en compte toute fièvre quand elle survient sur ces terrains-là. Et enfin, les conditions particulières, quand il y a des populations déplacées, ou comme on vient de le vivre depuis 2018, ces épidémies de rougeole. Donc, quand on est dans une zone de rougeole, on prendra plus attention et donc il faut tenir compte de la situation épidémiologique du pays pour analyser ces maladies-là. Devant une fièvre aiguë, le plus important est de, à travers des examens cliniques, diagnostiquer une infection bactérienne.
Et il faut d'abord examiner surtout le cerveau, donc les méninges, le poumon, les urines, le tympan et les articulations, et cibler chez l'enfant, dans ces millions d'épisodes, les infections les plus communes. Et il y en a 3, c'est celles-là sur lesquelles il faut s'intéresser. Les autres sont beaucoup plus rares. C'est l'otite moyenne aiguë, la pneumonie et l'infection urinaire. On parle de ça parce que les examens complémentaires qui peuvent être très nombreux sont certes utiles si le bilan est orienté, c'est-à-dire devant toute tachypnée fébrile, c'est une pneumonie jusqu'à preuve du contraire. On fera une radiographie du thorax. La bandelette urinaire est très facilement faite, mais en connaissant les limites chez le nouveau-né, elle n'a pas de valeur, et en sachant l'interpréter. La numération formule sanguine, mais on va voir qu'au-delà du chiffre des neutrophiles ou des lymphocytes, on va plus chercher des éléments particuliers comme une myélémie ou une monocytose. Le bilan inflammatoire avec la CRP et la procalcitonine. Et enfin, l'hémoculture. Ce sont ces examens-là qui peuvent aider. Rappelons simplement que quand un enfant est en train de frissonner, il faut attendre entre une demi-heure et 1 heure et demie avant de lui faire l'hémoculture, parce que c'est après le frisson qui est le signe de la décharge bactériémique dans le courant circulatoire qu'il va y avoir la possibilité de positiver ces hémocultures qui sont positives à environ 20%. Alors, pour la procalcitonine et la CRP, rappelons simplement que les premiers indicateurs de l'infection, ce sont les interleukines et la TNF qui ne sont pas de dosage courant, que la procalcitonine a une petite avance sur la CRP, mais une avance horaire, et que donc, vu sa non-disponibilité et son coût très élevé, la CRP, si on l'intègre par rapport au début de la maladie, on va pouvoir interpréter sa positivité à bon escient. Donc, le bilan, une fois qu'il est fait, s'il est fait, il va nous inquiéter chez tout enfant de moins de 3 mois s'il y a une leucocyturie, une procalcitonine élevée, CRP positif et un taux de globulement de plus de 10 000. Mais dans l'immense majorité des cas, l'évaluation clinique seule à faire le diagnostic. Les signes d'alarme, par contre, qui vont nous dire qu'il y a une souffrance tissulaire, même si on va chez l'enfant, c'est un enfant qui est pâle, qui a un teint grisâtre aussi, qui est diminué, qui est tachycarde et qui est oligurique. Ces symptômes-là font craindre une infection bactérienne sévère et justifient, eux, pour le coup, les examens complémentaires. En rappelant qu'en pratique quotidienne, on est confronté à une infection invasive sévère que dans un pourcentage très petit de cas, que la plupart du temps, ce sont les infections virales, quel que soit le chiffre de température. Et ça, c'est juste pour discuter. Cette antibiothérapie, ce n'est pas notre propos, mais j'en profite juste pour dire que l'immense majorité des infections sont virales et ne justifient pas la prescription d'un traitement antibiotique. Concernant le traitement de la fièvre, quelles sont les idées? Comment elles ont évolué? D'abord, on dit que pour commencer un traitement, on a situé le cutoff à une température de plus de 38,5. En pratique, il est justifié de traiter les fièvres chez le tout jeune nourrisson qui va mal supporter la température et les fièvres mal tolérées chez le plus grand. Mais les questions, quel traitement on va utiliser? Est-ce qu'on va donner un seul traitement ou plusieurs traitements? C'est ce que nous allons déployer. Le traitement à visée symptomatique pour ces températures de plus de 38,5, c'est bien sûr les moyens physiques que l'on connaît, faire boire, découvrir, aérer la pièce, en rappelant que les bains et les enveloppements frais ont une utilité qui est actuellement remise en question parce qu'elle augmente l'inconfort sans apport réel sur le bénéfice attendu. Sur le plan pharmacologique, il faut prescrire un médicament antipyrétique, mais à dose efficace si on veut l'évaluer. Alors, on a 2 normes actuellement retenues. C'est le paracétamol, qui est antalgique antipyrétique, dont on ne connaît pas vraiment le mode d'action, qui est en vente libre et qui est préconisé à la dose de 15 mg kilo prise, d'accord, en 4 prises, ou 60 mg kilo jour, qu'on peut répartir en 6 fois. Et il est considéré comme un médicament sûr et efficace. Mais attention, une dose massive, des doses cumulées répétitives ou des doses prolongées, même aux doses physiologiques, vont faire une toxicité hépatique. L'autre médicament, ce sont les INS, qui en plus d'être antipyrétiques et antalgiques, sont anti-inflammatoires. Et souvent, on a envie de les utiliser
mais aux doses antipyrétiques, ils ne sont pas anti-inflammatoires. Ils sont juste antipyrétiques. Et c'est l'ibuprofène qui a la faveur de ce traitement des AINS chez l'enfant de plus de 3 mois, aux doses entre 10 et 20 mg kg jour en 3 crises. Il faut, quand on prescrit un médicament et qu'on a le choix entre 2 médicaments, peser le pour et le contre des contre-indications des AINS, donc vous voyez la liste ici très longue, par rapport au paracétamol qui n'a, en dehors des insuffisances hépatiques sévères, exceptionnelles chez l'enfant et encore moins chez le petit qui va faire beaucoup d'épisodes fébriles, ou alors les allergies. Là, évidemment, l'allergie au paracétamol, il faut la prendre très, très au sérieux, mais ça reste du domaine de l'exception. Donc, une fois qu'on a défini ces médicaments, comment on va les utiliser? De façon combinée ou en monothérapie? Eh bien, on rapporte ici, plusieurs études ont été faites. Simplement, cette étude de Kramer en 2008 qui a comparé le paracétamol seul, associé au placebo, et le paracétamol associé au ibuprofène. C'est sûr que la combinaison va donner une défervescence plus rapide, mais quand on l'évalue au bout de 6 heures, on est arrivé au même point. Deuxième grosse étude de Hay et collaborateurs en 2009 qui a fait 3 bras, paracétamol contre placebo, ibuprofène placebo, paracétamol et ibuprofène. Et on voit qu'au bout de 6 à 8 heures, on arrive exactement au même point en termes d'évaluation de. Alors, quels schémas sont actuellement préconisés? Et on voit ici la majorité des recommandations internationales, et y compris celles de l'OMS, et on voit que la combinaison paracétamol-ibuprofène et le traitement alterné ne sont pas recommandés par l'immense majorité des recommandations internationales. Donc, les preuves sont insuffisantes pour dire qu'il faut utiliser une combinaison ou un traitement alterné de paracétamol chez un enfant et d'ibuprofène chez un enfant fébrile, qu'un seul d'une alternance, et en raison du meilleur profil de sécurité, c'est le paracétamol qui reste le premier choix. Après ce tour de traitement, le lien entre fièvre et vaccination. La problématique, nous pouvons l'exprimer en termes d'abord, est-ce que la fièvre, quand un enfant est fébrile, ça contre-indique la vaccination? La deuxième question, est-ce que la fièvre, qui est un effet indésirable fréquent avec la vaccination, et donc on attend, est-ce qu'on va donner un traitement avant qu'elle survienne parce qu'on sait qu'elle va venir? Est-ce que le fait de faire un vaccin par voie sous-cutanée ou intramusculaire, quand on sait que l'intramusculaire donne plus au niveau sanguin, va changer les effets indésirables? Et est-ce que le fait d'associer, parce qu'il a tendance actuellement 5-6 antigènes à la fois, va augmenter la fréquence de la fièvre? En termes de contre-indications, nous revenons que pour tous les vaccins, seul. Pardon, allô? S'il vous plaît. On entend, docteur Smack, on vous entend. D'accord. Seule la réaction allergique grave type anaphylaxie est une contre-indication au vaccin. Les autres sont juste des mesures. Donc la température, qui est le fait le plus souvent de maladies aiguës bénignes comme la diarrhée, les rhinopharyngites, les otites, les bronchites, va la plupart donner une température qui est en dessous de 37,8. Et si on doit vacciner, ben, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce que si la température est au-delà de 38,5, est-ce que je risque de perdre cet enfant et de rater une occasion de prévenir une maladie grave et mortelle ou non? Si je peux reporter de 2-3 jours, idéalement, je reporte. Sinon, je fais la vaccination. Le vaccin est connu, c'est un médicament. Il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Mais parmi tous les panels de médicaments que l'on a, c'est celui qui présente le meilleur rapport bénéfice-risque. Et en termes d'effets secondaires, pour les vaccinations, on appelle ça des manifestations post-vaccinales indésirables ou MPVI, pour lesquelles je rappelle qu'en Algérie, depuis 2001, nous avons une instruction, qu'il y a un site du Centre national de pharmaco- et matériovigilance situé
à Deli Ibrahim au niveau de l'Institut Pasteur, sur lequel on peut télécharger la fiche de notification et que tout incident indésirable à la vaccination doit être déclaré. La fièvre, c'est la manifestation post-vaccinale la plus fréquente et elle est commune à la majorité des vaccins, cet effet indésirable, qui va survenir de quelques heures jusqu'à 1-2 jours après les vaccins, qui est surtout le fait des vaccins injectables, qui se représente dans 10% des cas, elle est le fait d'une douleur, d'un gonflement, d'une rougeur et d'une légère fièvre. La rougeole, on attire l'attention quand le vaccin de la rougeole est fait, les réactions, qu'elles soient cutanées ou générales, surviennent entre 6 et 12 jours et qu'après cette vaccination, il faut informer les parents qu'après une semaine, ils ne reconsultent pas, sauf s'il y a d'autres signes associés, mais que la fièvre est très probablement liée à la réaction à ce vaccin viral. Et que enfin, les effets indésirables graves, eh bien, ils sont exceptionnels. C'est en moyenne, entre les vaccins, entre un cas pour 1 million, 2 millions de doses selon les vaccins. Les effets indésirables que l'on va avoir, c'est essentiellement la température. C'est pour cela que nous voyons que ce que l'on avait dit dès le départ, cette réaction immunitaire, que le choix de la vaccination, on va choisir un design antigénique qui correspond, avec une dose de vaccin appropriée, éventuellement adjuvantée et selon une voie d'administration. Et justement, est-ce que cette fièvre qui est attendue, puisqu'on le sait, on a besoin de la prévenir? Alors, pour répondre à cette question, juste voir cette étude qui a concerné 1000 enfants. On a donné les mêmes consignes aux parents. Donc, voilà ce que vous allez faire en retournant à la maison. On les a revus au bout de 6 semaines. Et quand on a évalué ce qu'ils ont noté, c'est que le soir même, c'était en rouge 10%, que l'enfant était plus grognon dans un des et que dans 70% des cas, il n'y avait pas de réaction. Et que la fièvre, même quand elle survenait chez 8% de ces enfants, était exceptionnellement supérieure. En termes d'effets secondaires sur l'état général, la plupart du temps, sont juste un peu grognons, voire grognons, ces enfants. Donc, somme toute, pour le bénéfice attendu, les effets secondaires dus à la vaccination ne sont pas si importants. Or, les antipyrétiques prophylactiques avant la vaccination sont courants, les vaccinations sont fréquentes et les antipyrétiques qu'on utilise avant la vaccination, eh bien, on sait maintenant qu'ils vont affecter les réponses immunitaires au vaccin, que ça dépend du vaccin, ça dépend de l'antigène et que l'administration d'antipyrétiques, d'abord, n'est pas justifiée parce que l'enfant n'est pas fébrile, que même quand il est fébrile, il est rarement fébrile au-delà de 38. Or, on a dit qu'on utilisait juste les moyens physiques et pas les moyens médicamenteux avant 38,5 et que pour l'instant, pour les questions résiduelles, en attendant les réponses, il n'est pas prévu de donner, il est préférable de ne pas donner un antipyrétique avant la vaccination. Quand on commence l'antipyrétique avant la vaccination, eh ben, on voit qu'il y a une réduction de ces antigènes, une réduction de la réponse immunitaire, mais que par contre, quand on la commence 6 heures ou plus après la vaccination, ça n'a pas de réponse. Donc, il faut surveiller l'enfant, attendre, et s'il a des symptômes, il peut améliorer son confort en administrant ces antipyrétiques. Cette étude également, il y a des avis très partagés sur la présence ou non d'effets secondaires, mais la majorité des études montrent qu'il n'y a pas d'intérêt à vacciner, à donner l'antipyrétique après le vaccin. Cet antipyrétique qui va entraîner un taux d'immunoglobuline bas, d'abord, qu'est-ce que c'est bas? C'est un seuil qui est diminué. La majorité des études disent que quand même ce taux d'immunoglobuline reste protecteur et que pour l'instant, il est conseillé de surveiller et de ne pas donner en attendant la réponse aux questions suivantes. Donc, pour résumer, les questions qui tournent autour de fièvre et vaccination, est-ce que la fièvre est une contre-indication à la vaccination? Non, sauf si elle s'inscrit dans une maladie grave. Est-ce que la fièvre, effet indésirable fréquent après la vaccination, doit être traitée en prophylactique? Non, parce qu'il n'y a pas de bénéfice et ça diminue le taux d'immunoglobuline. Or, le but
d'une vaccination, c'est d'obtenir un taux de protecteur d'immunoglobuline. Est-ce que maintenant, le fait d'administrer un vaccin, selon la voie sous-cutanée ou intramusculaire ou les formes combinées, va influer la voie d'administration? Une grosse étude a été faite, prospective, sur 415 nourrissons qui ont utilisé une forme combinée avec 4 vaccins, rougeole, oreillon, rubéole et varicelle. Et bien, quand on les évalue, après 6 semaines, on dit qu'aux 2 doses, ça a été aussi immunogène par voie sous-cutanée que par voie intramusculaire et pour tous les antigènes. Donc, les vaccinations multiples et la fièvre, d'abord, c'est un gain énorme, les vaccinations combinées, parce qu'on peut protéger contre 6 maladies à la fois, et ça ne diminue en rien le taux des anticorps, du moins de façon efficace. Et enfin, la voie, elle est réservée au type d'administration. Un vaccin adjuvanté, il vaut mieux le faire par voie intramusculaire et sous-cutanée, donc ne pas modifier le mode d'administration des vaccins au motif que cet enfant est peut-être un terrain fragile et qui supporte moins. Donc voilà, nous avons répondu aux 4 questions. Rappelons que l'objectif d'une fièvre, c'est quoi? C'est l'effet d'abord. La fièvre chez un enfant, c'est un symptôme clinique courant. C'est un mécanisme physiologique qui a des effets bénéfices et qu'elle participe à la lutte contre les infections. Donc une infection virale, ils vont mieux laisser autour de 38 que d'absolument donner un médicament pour avoir à 37, qu'il n'y a aucune preuve que le chiffre de la température aggrave le cours de la maladie, et on le sait maintenant que la fièvre n'entraîne pas de complications neurologiques, y compris chez les enfants déjà prédisposés aux maladies neurologiques. Que l'objectif du traitement d'un enfant fébrile, c'est d'améliorer son confort et de ne pas avoir une apyrexie. Donc la tendance est maintenant à dire, non pas antipyrétique, mais dire que peut-être on va donner des antalgiques pour améliorer le confort quand c'est nécessaire, et que donc, quelle que soit la circonstance, que ce soit après une agression infectieuse ou un vaccin, il faut surveiller le bien-être général de l'enfant, observer quel est son environnement avant de donner un antipyrétique, le paracétamol aux doses thérapeutiques. Donc l'objectif thérapeutique, c'est le... Pour finir, en conclusion, que la fièvre, c'est un symptôme qui est le reflet d'un phénomène physiologique quand elle est aiguë, le plus souvent d'origine infectieuse, que la vaccination, ça permet la prévention de maladies infectieuses les plus graves et mortelles en l'absence des vaccinations. On aimerait bien que le Covid, et vous avez vu toutes les recherches qu'il y a actuellement pour cette maladie préoccupée par l'échelle planétaire, qu'il y ait un vaccin. Donc, quand on a des vaccins, il ne faut pas s'en priver en attendant que le vaccin anti-Covid vienne. Donc, les vaccinations du calendrier qui sont toutes obligatoires sont indispensables à la survie de nos enfants. Et toute fièvre, quelle que soit son étiologie, doit être prise en charge par des moyens physiques et médicamenteux, de préférence en monothérapie, par le paracétamol en première intention, en raison de son profil d'innocuité. Et je vous remercie.